Bonjour et bienvenue dans Sommet. Aujourd'hui, on reçoit François-Xavier Moronval, alias DocFX. Il est médecin urgentiste à l'hôpital d'Épinal depuis maintenant 13 ans et il a deux particularités. La première, c'est qu'il avait peur du sang. Il a dû se battre contre ça pour pouvoir réaliser son rêve et devenir médecin urgentiste. La deuxième, c'est qu'il regroupe à lui tout seul plus de 300 000 personnes sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. On en parle dès maintenant. CM2, je crois, CM1, dans la cour d'école, je voyais une goutte de sang. Je tombais dans les pommes. J'avais la tête littéralement au-dessus du champ opératoire, avec des fois du sang même qui giclait carrément sur mes lunettes. Et donc je devais être présent, mais pas mentalement. Et donc du coup, physiquement, j'étais dans la pièce et mentalement, je me suis évadé, je suis parti en vacances dans ma tête ailleurs. En fait, ce que je fais, moi, l'objectif maintenant de ma chaîne YouTube, c'est qu'en fait, je comble des vides. Là où les gens recherchent des infos, l'objectif, c'est de leur apporter des réponses fiables, en fait, dans mon domaine d'expertise, qui est la médecine d'urgence. Beaucoup de youtubeurs, lorsque je parle avec eux, ils sont vraiment étonnés et ravis que je fasse ça. Pour eux, c'est même intéressant parce que sur certaines vidéos de divertissement ou autres, ça amène une crédibilité médicale en plus. On va parler de ton parcours. Tu as donc fait tes études à Nancy et tu es maintenant à Épinal depuis 13 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait. Ok. Ouais. La spécialité, juste un mot sur la spécialité d'urgentiste. C'est quand même un métier qui, j'imagine, est particulièrement rythmé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi ton quotidien? Médecin urgentiste, c'est un métier qui est pour moi passionnant. C'est pour ça que j'ai ma chaîne à côté. C'est un métier qui est en effet très complexe, qui a différentes facettes, que ce soit aux urgences, où on est proche du patient, que ce soit au centre 15, où on est au centre d'appel, on va recevoir directement des appels d'urgence, ou en SMUR, on va être directement dans des situations en dehors de l'hôpital, des urgences vitales. Donc c'est assez varié. Moi, j'ai également une casquette en plus de spécialiste en médecine de catastrophe. Donc il n'y a aucune journée qui se ressemble vraiment. On compte pas nos heures et puis des fois on sort un petit peu en retard aussi, mais c'est ce qui fait un peu la passion du métier. Et médecine de catastrophe, ça veut dire que ce sont, j'imagine, évidemment des situations ultra exceptionnelles, mais est-ce que c'est exclusivement des choses pour lesquelles on t'a préparé au cas où, ou tu as eu déjà à exercer dans ce cadre-là? Alors, médecine de catastrophe, c'est mieux quand on est formé pour. On a des formations spécifiques avec des entraînements qu'on fait soit à l'hôpital, soit des fois avec les préfectures, type un attentat, un accident de bus, et de s'organiser avec les pompiers, avec les gendarmes, avec la préfecture aussi, à prendre en charge de nombreuses victimes. Et après, ça peut arriver, comme on l'a il y a quelques années là avec les attentats de Paris par exemple, ou des choses des fois un peu plus minimes, mais on peut se préparer en fait au pire. Ça me fait penser justement ça m'a fait penser bien sûr aux attentats du Bataclan notamment et aux 10 ans qui viennent de passer. J'entendais notamment un médecin qui était intervenu, je crois que c'était un médecin de la BRI il me semble, qui expliquait que jusqu'à présent les choses étaient faites pour que ce soit l'hôpital qui accueille les blessés, notamment les grands blessés, et il s'était servi de cette expérience pour justement montrer à quel point il était important que les soins puissent justement que ce soit l'hôpital qui vienne entre guillemets à la rencontre des blessés dans ces cas de figure particuliers. Ouais, et c'est surtout aussi prendre en charge les urgences vitales et essayer de diluer la catastrophe, parce que lorsqu'on a 300 ou 400 blessés, si les 300 ou 400 blessés ils viennent directement à l'hôpital, on déplace la catastrophe du lieu à l'hôpital. Donc on est obligé de monter un espèce de mini-hôpital en fait sur place et de trier les gens en fonction de leur gravité et après d'essayer de les disperser en fait en fonction de leur gravité pour essayer de diluer cette catastrophe et prendre en charge le maximum de blessés rapidement. Là, on était dans un contexte de préparation au cas où, mais donc ton activité, elle, au quotidien, c'est de recevoir, entre autres, donc les personnes nécessitant du soin. Donc là aussi, j'imagine, c'est ce que tu disais, pas vraiment de quotidien, c'est-à-dire beaucoup de diversité, tous les jours des cas différents. Et donc ton métier, tu en as un petit peu parlé, il y a trois facettes. Il y a médecin urgentiste à l'hôpital, donc en gros les personnes nécessitant du soin viennent à toi, si je peux le dire comme ça. Tu as des situations avec le SMUR où là tu pars en voiture ou en hélicoptère sur des situations, notamment des accidents, j'imagine. C'est les cas les plus courants. Vous êtes combien de médecins urgentistes sur un hôpital comme à Épinal par exemple? Alors ça dépend, on est une bonne quinzaine. Après il faudrait qu'on soit un peu plus, on est un petit peu limite là en termes de nombre, on veut toujours, c'est vrai que plus on est de médecins, plus c'est facile. Après, vu qu'on enchaîne quand même des fois des gardes de 24 heures, des fois des grosses semaines, il y a plusieurs postes clés en fait à avoir. Et après, c'est en fonction du nombre de médecins, on peut ouvrir éventuellement d'autres postes. Parce que rien que par exemple au sein des urgences, il y a différents postes spécifiques au niveau des urgences aussi. Par exemple, il y a la zone des urgences vitales qu'on appelle le déchocage. On prend dans ces zones-là que les patients les plus graves, en fait. Voilà. On a une zone qu'on appelle la filière courte, où c'est, on va dire, de la petite bobologie, de la petite traumatologie. Et on a ce qu'on appelle la filière longue, la filière classique. C'est là où il faut
quasiment à chaque fois une prise de sang, voire imagerie, scanner, et qui, en fonction des résultats, débouche ou pas sur une hospitalisation. D'accord. Un autre aspect de ton métier, c'est d'orienter les gens en fonction. Donc là, tu les prends au téléphone et tu mesures en fonction de ce qu'ils te disent vers où ils doivent être orientés, c'est ça? Alors, lorsque les gens appellent le SAMU, c'est pas un médecin qui va décrocher, c'est ce qu'on appelle un ARM, un assistant de régulation, qui après nous passe l'appel. En effet, c'est une fiche médicale et en fait, nous, notre rôle, c'est pas de faire un diagnostic, c'est d'évaluer la gravité et les soins éventuels que la personne aurait besoin et d'orienter, soit vers un hôpital, et si c'est vers un hôpital, vers quel hôpital et par quels moyens est-ce qu'il y va? Est-ce que ça peut attendre, il peut y aller par ses propres moyens, ou est-ce qu'il y a besoin absolument d'une ambulance parce que il peut pas conduire, il peut pas prendre quelqu'un qui a mal au ventre, qui est plié en deux, peut-être qu'il peut pas prendre le volant, c'est peut-être un petit peu dangereux, donc on va plutôt favoriser une ambulance. Ou alors si vraiment il y a une urgence vitale et qu'il y a besoin de soins immédiats tout de suite, comme quelqu'un qui a fait une grosse hémorragie et on a besoin d'un médecin sur place pour prendre en charge le patient. D'accord. Donc c'est vraiment une évaluation en fonction des éléments que tu peux avoir à distance sur ce qu'il faut faire ou pas. Et toute la difficulté, c'est qu'on est au téléphone, qu'on voit pas ce qui se passe. C'est ça. Et que par téléphone, on a des fois des gens qui ont des situations très graves et vont paraître très peu paniqués. Et à l'inverse, c'est ça. Moi j'ai des gens qui vont hurler comme pas possible, alors qu'au final ils ont une toute petite coupure, on a l'impression qu'ils se vident de leur sang. Et vu qu'on n'a pas la vision, c'est difficile à chaque fois d'évaluer en fait. Sachant que l'enjeu derrière, si je me trompe pas, c'est d'essayer de ne pas saturer le service des urgences pour que lui puisse continuer à recevoir les malades, les patients dans des bonnes conditions. L'objectif à la régulation, c'est d'envoyer le bon moyen au bon patient. Et ce qui est des fois difficile, parce que si on surévalue la gravité, ça peut être embêtant, et puis sous-évalue également. Donc il ne faut pas faire de risques aux patients. Et à l'inverse, si on envoie tous les moyens, on va saturer notre chaîne, on n'aura plus de moyens disponibles non plus. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile. J'imagine. Alors, il y a quand même une particularité dans ton parcours, c'est que tu es médecin urgentiste, certes, mais tu es ce qu'on appelle hémophobe. Donc, non ? Hématophobe. Hématophobe. Parce que alors, je ne veux pas faire la déclinaison de ce que je viens de dire, mais à mon avis, ça n'a rien à voir et ça part sur des trucs. Hémophobe, c'est... Hémo, non, je ne sais pas. Hémo. Hématophobe, ok. Alors, oui, excuse-moi, tu m'as appris le mot la dernière fois. Tu vois, c'est vrai que c'est pas courant, mais c'est... Non, mais oui. Hématophobe. Oui, parce qu'en fait, j'avais hémophile en tête. Ah oui, ok, oui, c'est encore autre chose. Oui, mais tu vois... Hématophobe. Tu vois, ça respecte quand même une certaine logique. Hémophile, hémophobe, tu vois. Bon, bref, pour simplement expliquer ce que c'est qu'être hématophobe, c'est la peur du sang. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué dans le métier que tu exerces. J'imagine que tu t'en es rendu compte assez tôt, et pourtant tu as quand même fait médecine, c'est ça? Alors j'étais hématophobe, je le suis plus maintenant, heureusement. Mais en effet, je m'en suis rendu compte quand j'étais assez jeune, avant le collège, CM2, je crois, CM1, dans la cour d'école, je voyais une goutte de sang, je tombais dans les pommes, moi ou mes camarades. Et malgré ça, en effet, j'ai quand même voulu faire médecine. Alors c'était compliqué au début pendant les études parce que je tombais dans les pommes je me vois encore courir dans l'amphithéâtre, sortir pour aller aux toilettes et puis faire un malaise vagal, voire des fois même perdre connaissance dans les toilettes à côté du cours en fait, sans que personne s'en rende compte. D'accord. Reprendre connaissance et puis aller me rasseoir après tranquillement. Parce qu'au début c'était aussi un peu une honte, tu peux pas, c'est risible dire un médecin a peur du sang, c'est vachement. Mais cette phobie du sang, l'hématophobie, je sais pas d'où ça vient. Comme beaucoup de phobies au final. Et c'est une phobie qui est très fréquente. C'est la 3e phobie dans le monde, après la peur des animaux et la peur du vide. Donc j'imagine aussi qu'il y a plein de soignants qui sont dans mon cas, médecins ou infirmières. Et moi d'ailleurs, après coup, je me suis rendu compte qu'il y avait certains médecins qui avaient pris certaines spécialités comme santé publique, parce que justement, ils ne voulaient pas être en contact avec du sang. Voilà, par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent, mais qui est assez tabou. Donc tu as réussi à le soigner, certains n'y arrivent pas forcément. Et moi je l'ai soigné sans le vouloir. Je me suis exposé en fait, j'avais pas le choix parce que j'étais en stage au bloc opératoire. Donc là, au bloc opératoire, t'es obligé de boire du sang. C'est un bon choix. Tous les matins c'était compliqué quoi. Et je tombais dans les pommes plusieurs fois pendant le stage. Et au début ça faisait rire un petit peu tout le monde. Et puis au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Et en fait, je me suis mis en auto-hypnose. Sans savoir que c'était de l'auto-hypnose. D'accord. C'est-à-dire que mon rôle au bloc opératoire, c'était un rôle un peu débile, entre guillemets, c'est que je devais juste, mais important, je devais quand même tenir les écarteurs pour permettre aux chirurgiens d'avoir de pouvoir opérer, en fait. Et en fait, j'avais la tête littéralement au-dessus du champ opératoire, avec des fois du sang même qui giclait carrément sur mes lunettes, parce que j'avais des lunettes pour protéger les yeux. Et donc, je devais être présent, mais pas mentalement.
Et donc du coup, physiquement, j'étais dans la pièce et mentalement, je me suis évadé, je suis parti en vacances dans ma tête ailleurs. Et comme on le fait tous en fait, et c'est de l'hypnose en fait. Et C'était inconscient. j'ai fait de l'auto-hypnose sans savoir que c'en était. Et c'est rigolo parce que plusieurs années après, j'ai découvert l'hypnose et je me suis rendu compte que j'avais soigné ma phobie tout seul sans savoir. Et d'ailleurs, on soigne beaucoup de phobies comme ça par l'auto-hypnose, par l'hypnose. Et puis au fur et à mesure, ça a disparu progressivement. Et puis quand je suis arrivé comme chef aux urgences, c'était quasiment terminé. Et puis ça s'est amenuisé progressivement. Et là maintenant, je vois des horreurs, des bras amputés, des grosses plaies qui saignent énormément. Ça me fait plus rien du tout. C'est totalement derrière moi maintenant. D'accord, sans avoir travaillé dessus, enfin une fois que tu avais eu conscience que tu avais fait de l'auto-hypnose, après est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es servi consciemment ou quand tu dis que ça s'est estompé petit à petit, Non, c'était déjà, quand j'ai découvert que c'était de l'auto-hypnose, c'était déjà terminé. Après moi je me suis dit, ah mais tiens, mais en fait c'est ce que j'ai fait en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de facilité pour l'hypnose et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu cette formation. Et j'utilise encore de temps en temps l'auto-hypnose, mais c'est plus pour des mises en condition des fois. Quand tu sais que tu vas avant avoir de quelque partir chose, sur des interventions difficiles, ouais. des fois je me mets en transe un peu avant de. Ah oui. Dans C'est le véhicule. pas toi qui conduis. Ah non. En tant que médecin, on n'a pas le droit de conduire justement. J'imagine. Il y a certains départements qui le font, mais on a des ambulanciers SMUR qui ont les compétences pour le faire, qui sont formés à ça, qui font de la conduite sur le circuit du Mans, justement qui s'entraînent à coller les véhicules, etc. Et non, moi je ne conduis pas. Okay. Et quand tu es étudiant, que tu sais que tu as la phobie du sang, tu te dis je vais trouver un moyen d'arrêter ça, ou parce que forcément tu dois être la preuve, puisque si tu t'en vas au-delà de la honte, tu dois être aussi conscient qu'à un moment donné ça va être bloquant. C'est quoi ton approche à ce moment-là? Au début je me disais je vais prendre une spécialité justement comme toute personne où j'aurais pas trop visu sur le sang, parce que je me disais peut-être médecin généraliste j'aurais peut-être pas trop d'accès, ou peut-être j'avais pensé à la neurologie au début, parce que neurologie on est dans la clinique, il y a très peu de vision avec le sang. Et puis entre temps je suis passé au bloc, donc après voilà. Et puis après, je suis passé en stage aux urgences. Et lors de mon passage au stage aux urgences, j'ai adoré l'esprit d'équipe, l'imprévu, l'adrénaline, plein de choses. Et paradoxalement, ça m'a plu, cette exposition aussi au sang, dans un deuxième temps. Et puis, il y avait une espèce d'excitation là-dedans. Et puis après, j'ai dit, ouais, mais en fait, je suis fait pour les urgences, quoi. D'accord. Par rapport à ce métier, j'imagine tu dois avoir des anecdotes, des choses qui t'ont marqué. Est-ce que tu peux nous faire part d'une ou deux anecdotes, peut-être une chose qui t'a marqué négativement, puis peut-être une autre chose plus positivement? Après, il y a plein d'anecdotes. Je fais toujours attention quand même au secret médical. Bien sûr, c'est pour ça. Qui m'a marqué négativement, c'est de toute façon à chaque fois quand ça se termine par un décès, c'est ce qui me marque le plus. Après, il y a quelques décès qui sont assez compliqués. Pour moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, YouTube, où j'en parlais un petit peu. Les pires interventions, pour moi, ça reste chez les enfants, les nourrissons, tout ce qui est les morts subites, en fait. Donc, tout ce qui est les décès inattendus de nourrissons, c'est horrible parce que on est sur un moment de bonheur, un peu de famille. Et puis, c'est un décès qui n'est pas attendu, qui est brutal, avec des parents qui sont désemparés. Lorsqu'on a des enfants, ça nous rapporte. Nous, on transpose obligatoirement sur nos propres enfants. Bien sûr. Là maintenant ma fille est plus grande, mais quand elle était plus petite, je transposais dessus. Et c'est très très compliqué en fait, parce qu'on est obligé de se protéger nous mentalement. On se crée un petit peu des barrières en disant que c'est pas à nous que ça arrive le drame, c'est aux autres. Parce que sinon on pleure tous les soirs et on arrête. C'est ça. Et des fois ça arrive que certains soignants ont ça. Donc on est obligé de se mettre des protections. Mais même malgré ça, les protections elles se brisent quand même lorsque ça nous touche trop sur notre profond. Et puis dans nos enfants, il n'y a rien de plus profond que nos enfants en fait. Bien sûr. Donc là, c'est les trucs qui me marquent le plus, quoi. Et puis il doit y avoir j'imagine parfois aussi un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire quand tu arrives dans une situation qui est déjà terminée quelque part, totalement. Tu n'as plus qu'à constater. Alors c'est rare, sauf s'ils sont déjà, mais on tente quand même des réas assez facilement quand même et longues quand même, parce que même si les chances de survie sont 1%, il faut essayer, on donne tout, bien sûr, on donne tout quand même. Pour justement pas avoir de regrets et de se dire voilà, on aurait peut-être pu quand même le sauver. On donne tout quand même. Et puis on sait très bien que des fois ça suffit pas quand même. D'accord. Et une anecdote peut-être plus positive. Dans l'autre sens, c'est à l'inverse. C'est quand à l'inverse on a quelqu'un on part déjà des festis à la base, ou par exemple quelqu'un qui sera en arrêt cardiaque, où on sait que les chances de survie sont déjà très faibles. Et quand cette personne-là, on dit justement on tente et on lui sauve la vie. Et ça arrive de temps en temps. Et là, on est au fond de nous, on est vraiment fiers et heureux. Et la personne s'en sort. Et si dans un deuxième temps, il s'en sort, mais
Après, sans lésion neurologique, parce que des fois les gens s'en sortent, mais dans un état dramatique, Oui, malheureusement. oui, oui. Et il y a des gens qui s'en sortent aussi sans séquelles. C'est souvent grâce à la chaîne de survie. C'est pas que nous d'ailleurs, c'est souvent les proches qui vont débuter tout de suite la réanimation, les pompiers qui vont enchaîner. C'est un gros travail d'équipe. Nous, on vient rajouter un petit truc en plus. Et on est ravis quand en fait on arrive que ça se termine bien, en fait, des histoires qui se terminent bien. Et puis ça arrive de temps en temps, les gens des fois nous renvoient un petit message, merci de m'avoir sauvé la vie. Enfin, ça c'est. Oui, c'est précieux, j'imagine. Ouais. On va passer à l'autre grande particularité de ton parcours et de ton profil, c'est ta présence sur les réseaux sociaux, donc sous le nom de DocFX. Tu regroupes pas loin de plus de 50 000 personnes. Que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Tout cumulé, je suis presque 300 000. Là. Tout cumulé, presque 300 000. Et on est à plus de 30 000, je crois, sur Facebook, d'après ce que j'ai vu. Donc ça, de ce que tu m'as expliqué quand on a préparé cette émission, c'est que tu as commencé principalement sur Twitter et ton compte a explosé, si on peut dire, au moment du Covid. Donc si je résume, le Covid nous tombe dessus, tu es médecin urgentiste, donc tu es en première ligne, et là donc tu fais état de ce que tu vois sur les réseaux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bah après, lorsque j'ai commencé, lorsque le Covid est arrivé, j'avais déjà quand même une communauté sur Twitter, mais qui est partie de façon exponentielle. Et en effet, je faisais du travail de journaliste, en fait, de terrain, mais j'en avais pas conscience à ce moment-là. J'avais juste l'impression je voulais rassurer un petit peu les gens, enfin rassurer ou pas rassurer, mais d'être un peu factuel en tout cas sur ce qui se passait et de partager un petit peu ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient, notamment chez des fois des gens qui étaient chez eux et qui s'exprimaient sur des choses. Enfin, voilà, c'est comme lorsqu'il y a la Coupe du Monde, tout le monde est entraîneur de foot. Voilà, le Covid, tout le monde était soignant. Et je m'estimais comme légitime pour communiquer là-dessus. Et des fois, les journalistes aussi ne le faisaient pas très bien parce que, pareil, ils invitaient des fois des médecins sur des plateaux télé, mais des médecins qui avaient des spécialités pas du tout adaptées au Covid non plus. Donc il y a plein de choses qui n'allaient pas en fait. Et j'ai eu cette envie en fait de partager un petit peu ça. D'accord, et donc tout de suite, ça, entre guillemets, ça a pris. Cette période du Covid, toi, tu l'as vécu comment ? Parce il faut quand même se recontextualiser. On est dans une situation où il y a une maladie qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas bien les tenants et les aboutissants, le risque réel. On estime au début que c'est d'abord les personnes les plus fragiles, et je pense que c'était quand même ça. Est-ce que nous, ici, à notre niveau, au niveau local, à Épinal, on a été saturés comme on a pu le voir ailleurs ? Qu'est-ce que c'était En fait, réellement ? on a littéralement doublé nos lits de réanimation. On était saturés. On était même plus dans du rouge, on était dans du écarlate sur les lits de réanimation parce que c'était ça notre grosse angoisse, c'est de ne plus avoir de lits de réa pour des gens assez jeunes aussi. Et en fait, on était en saturation plus. Ce qu'on a vécu, j'espère ne jamais le revivre de ma vie. D'accord. C'était en effet assez difficile. Après, dans notre malheur, sur le nombre de gens qui sont décédés, le taux de décès était sur le nombre de gens touchés était quand même assez faible. Heureusement, parce que ça aurait pu être vraiment pire. Il y a d'autres virus qui existent d'ailleurs sur la planète, comme par exemple le MERS-CoV, qui est le coronavirus du Moyen-Orient, qui lui a un taux de létalité beaucoup plus élevé. Et heureusement qu'il n'atteint pas qu'il se modifie pas, parce que ça pourrait être vraiment dramatique. Donc ça aurait pu être pire, bien pire. Après, heureusement, il y a eu des évacuations avec des trains, des convois de patients graves qui nous permettent de passer le cap. Mais oui, c'était pas agréable à vivre. Et c'était un cap de plusieurs mois. Ouais, à gérer. Ta présence sur les réseaux, elle est d'abord pédagogique, c'est-à-dire que toi, ton but, c'est vraiment d'essayer à un moment où il y a cette part d'inconnu qui fait que, on va dire qu'il y a une marge d'erreur dans les appréciations des uns et des autres qui est particulière. Moi, je me souviens en tant que citoyen ou spectateur qu'on entendait des versions venant de personnes a priori légitimes à s'exprimer qui étaient très, très, très différentes les unes des autres. Et donc, c'était très compliqué de pouvoir se faire une opinion un peu sensée sur ce qui était en train de se passer. Donc toi là-dessus, tu te dis, bon, moi je vais témoigner au moins de ce qui m'arrive, de ce que je vois. Et donc l'idée, c'est aussi de contrecarrer ou de lutter un peu contre tout ce qui est fake news. Et ça, c'est resté, je pense, depuis. C'est parce qu'en fait, vu que les gens se sont retrouvés au final cloîtrés chez eux, les gens voulaient des réponses. Les réponses, on va les chercher sur Internet. Donc on fait des recherches. Et en fait, il y avait très peu les vrais médecins
pas les vrais médecins, mais les médecins qui étaient dans le soin étaient vraiment occupés à faire du soin et n'avaient pas le temps de communiquer dessus. Et le truc, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas dans le soin et qui avaient toute leur journée pour communiquer. Presque des gourous en fait, tout n'importe quoi. Et ça va, quand les gens sont dans la détresse, ça va assez vite en fait, avec des beaux messages, d'embrigader les gens dans des croyances X ou Y, de se créer des communautés là-dessus, voire pire, des mouvements politiques. Enfin, ça peut être assez gravissime. On appelait ça même l'infodémie. Au-delà de la pandémie, c'est une infodémie. D'accord. Et en fait, ce que je fais, moi, l'objectif maintenant de ma chaîne YouTube, c'est qu'en fait, je comble des vides. C'est-à-dire que là où les gens recherchent des infos, l'objectif, c'est de leur apporter des réponses et des réponses fiables en fait dans mon domaine d'expertise qui est la médecine d'urgence. Après, je n'irai pas m'exprimer sur des sujets que je ne maîtrise pas, mais j'ai toute cette légitimité en tant qu'urgentiste de partager en fait au grand public ces infos-là, sans but politique, syndical ou autre. Derrière, c'est de l'éducation en fait. D'essayer d'être factuel. Par rapport à cette notion de fake news, on a le sentiment parfois qu'elle se concentre beaucoup et de plus en plus sur la communauté scientifique au sens large. Et il y a une contestation scientifique qui est de plus en plus importante et qui est aussi très souvent très virulente. Mais ça c'est globalement les réseaux sociaux qui sont comme ça. Quel regard tu portes là-dessus ? Le problème, c'est que quelqu'un qui va avoir 1 million d'abonnés, qui va être influenceur X ou Y, pas médecin, et qui va aller s'exprimer sur les AVC par exemple, s'il dit n'importe quoi, le problème c'est que la portée qu'il a derrière est monstrueuse en fait. Donc c'est pour ça il y a chez YouTube, ils ont créé un label qui s'appelle le label YouTube Health. Pour moi, ma chaîne est labellisée comme médecin en fait. Et les gens, quand ils regardent mes vidéos, ils savent que je suis un vrai docteur. Et j'imagine, en tout cas j'espère, que lorsque les gens feront des recherches, ils vont peut-être plus croire à un vrai docteur plutôt que l'influenceur X ou Y qui, des fois un but commercial derrière, pour parler de tel truc, parce qu'il va derrière vendre des pierres chaudes ou de la crème machin ou je sais pas trop quoi. Donc c'est important de cadrer un petit peu tout ça, et le gouvernement en a conscience parce qu'il y a des groupes de travail au niveau du ministère, un petit peu du ministère de la Santé là-dessus. Et là récemment, l'Ordre des médecins a créé une charte pour les médecins créateurs de contenu, parce que c'est devenu pas un vrai métier, mais c'est devenu quand même un métier. Et en fait, pour essayer d'encadrer un petit peu tout ça, parce qu'on a aussi nous des règles à respecter de notre côté, on peut pas communiquer n'importe comment non plus. Donc c'est bien parce que ça commence à rentrer dans les mœurs. Dans les mœurs. Donc ce que tu expliques, c'est que les réseaux sociaux, en tout cas certains réseaux sociaux, font en sorte qu'il y ait une sorte de tampon qui donne une légitimité aux personnes qui parlent à travers ces canaux-là. Donc en l'occurrence YouTube Health, par exemple. Il n'y a que YouTube. Il n'y a que YouTube pour l'instant qui fait ça que je déplore, malgré pour les autres réseaux comme Instagram ou TikTok, c'est qu'ils ne le font pas. T'aimerais que ce soit répandu aux sur autres Twitter aussi. ou sur Instagram, on va acheter une pastille bleue, on va être officiel, pour on se peut dire même payer pour faire ça. N'importe qui, tu vas avoir 10 abonnés, tu as ta pastille, voilà. Mais ça ne donne pas de légitimité en fait. Non, ça veut juste dire que c'est bien ton compte à toi. C'est tout ce que ça veut dire. Et justement, tu parlais de l'ordre des médecins. Ça aussi, c'était une question que j'avais. On a une image peut-être de ce type d'institution, entre guillemets, un peu traditionnelle, voire traditionnaliste. Mais tu disais qu'au contraire, ils prennent le sujet à bras-le-corps et ils font le nécessaire. Enfin, ils sont conscients en tout cas de l'adaptation de l'époque et de la nécessité d'être sur un terrain qui n'est pas forcément le vôtre à la base. Quand je dis le vôtre, celui des médecins, en l'occurrence les réseaux sociaux, et que c'est important d'y être et que c'est important d'y être et d'y apporter les bons messages. Je pense que l'effet Covid a eu beaucoup d'effets là-dessus et ont montré la puissance que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la population et sur une épidémie, et à quel point ça peut influencer le déroulement d'une épidémie en fait. Donc oui, c'est... Et en fait les réseaux sociaux, même sans y être, ça influe notre vie du quotidien, on est tous dessus. Voilà, ça fait partie du quotidien. Tu disais aussi que certains ministères prenaient le sujet à bras-le-corps. Il me semble que tu as été sollicité par certains de ces ministères, donc je crois que j'ai en tête l'intérieur, la santé, c'est un peu plus comment dire, naturel. L'intérieur, le ministère des Armées aussi, il me semble. Donc eux, leur but, c'est aussi de toucher un public qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de toucher habituellement. Exactement, de toucher un public qui ne touche pas d'habitude, de faire passer des messages aussi, d'expliquer un peu comment eux fonctionnent aussi. Et puis après, profiter aussi, s'ils veulent mettre de mon audience, s'ils veulent mettre des choses en avant, des messages spécifiques sur des recommandations X ou Y, sur des alertes sanitaires. Au niveau du ministère des Armées, là, c'est par exemple sur tout ce qui est service de santé des armées, donc tout ce qui est infirmier militaire, des choses qui sont peut-être pas très connues. Et au niveau de l'intérieur, c'est lorsque je fais des exercices avec la préfecture, sur l'organisation, un petit peu comment ça s'organise en cas de catastrophe, justement. Parce que lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'ils font des exercices, il y a des fois la télé qui vient, qui fait un petit reportage de 2-3 minutes.
mais au final, on ne sait pas trop ce qui s'est passé sur l'exercice. Lorsque c'est la presse, c'est pareil, c'est une photo, c'est très figé. Alors que là, on peut avoir plus un côté pédagogique en disant, bah voilà, ça se passe comme ça se passe comme ça, etc. Plus dans le détail, j'ai vu cette vidéo qui avait lieu à Gérardmer. Donc là, c'était une simulation d'attentat, c'est ça? Et donc là, tu suivais effectivement les forces de l'ordre qui étaient là pour s'exercer sur le sujet. Tout est simulé, y compris tout ce qui est activation de la communication vers les médias, vers la presse, il me semble. Et donc toi, tu montrais ça. Le but était de montrer ça de l'intérieur, justement. C'est ça, c'est de partager un peu des choses qu'on ne voit pas nous non plus, et puis avec un angle beaucoup purement pédagogique, parce que des fois, souvent les gens me disent on aimerait bien, FX, faire des immersions avec toi, etc. Les immersions, je ne peux pas parce que c'est la télé qui le fait. La télé, c'est des fois biaisé parce que les journalistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent 5 semaines dans un SMUR et ils vont garder 1 heure en fait. Donc ils gardent que les moments buzz et c'est pas représentatif du quotidien. Alors que là, on est sur du faux en fait. Donc vu qu'on est sur du faux, on peut avoir le temps d'expliquer les choses. Et le gars derrière qui s'est pris la balle, il n'est pas vraiment... C'est pas vraiment pris une balle, on peut expliquer des choses sans qu'il y ait de retentissement sur sa vie. Je comprends. Et on peut montrer les choses, il n'y a pas de secret médical, etc. Donc pour moi, les exercices de ce type-là, c'est parfait parce que ça permet d'expliquer peut-être pédagogique en fait. D'accord. Quel retour tu as aujourd'hui de tes contenus, sur tes contenus? Est-ce que tu es très confronté à ce qu'on appelle communément les haters, notamment comme tu présentes des choses qui sont d'ordre scientifique par rapport à ce que je disais tout à l'heure? Est-ce que tu es confronté à ça, cette contestation? Alors, le hater, c'est souvent un terme aussi qui est galvaudé. Quelqu'un qui conteste un petit peu ce qui est dedans, c'est pas un hater. Un hater, par définition, c'est de la haine. C'est gratuit et c'est vraiment, on rejette sa frustration. Il y a toujours il y en a partout, des haters. À partir du moment où on gagne en notoriété, obligatoirement, on ne peut pas être aimé de tout le monde, il y a obligatoirement des haters. Soit des fois juste par pure jalousie, ou soit par des gens qui ont peut-être une vision un peu obtuse de certains trucs. Après, moi, sur ma chaîne, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, de très bienveillant. Que moi, chaque fois, c'est pour le patient. Donc, je ne suis pas dans une guerre, par exemple, pompiers SAMU ou force de l'ordre, police ou infirmier IAD. Comme il y a plusieurs tensions des fois entre certains métiers et certaines rivalités qui ont probablement pas lieu d'être, mais qui sont là. Et moi, en fait, je ne suis pas du tout là-dedans dans ma chaîne. Je suis vraiment dans de la pédagogie, encore une fois. Et puis, des fois, il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais pourquoi tu parles de lui et pas de nous ?» etc. Donc, ou des angles, des choses que j'ai peut-être oubliées, ou voilà. Et vu que je suis dans la vulgarisation, on va dire que je vais simplifier les choses. Et puis des gens qui vont dire oui, mais t'as pas dit tel détail de tel, alors que je suis pas en train de faire un cours de médecine, je suis en train d'expliquer les choses simplement pour que n'importe quelle personne comprenne en fait. Oui, le but c'est de vulgariser au maximum. Des haters, il y en a, mais je pense que les vrais gros haters, ils regardent pas, ils regardent même pas la vidéo en fait, ils passent. Contrairement à Twitter, où là, Twitter, les gens vont retweeter à leur communauté, justement, pour aller pointer du doigt, pour que la communauté appuie encore plus avec le doigt, en fait. Voilà, ce qu'on ne retrouve pas sur YouTube, en fait. Ce que tu m'expliquais, pardon, quand on a présenté l'émission, c'est que tu as commencé sur Twitter. Twitter, comme beaucoup de monde a pu le constater, est devenu un réseau social hyper violent. X, merci, oui, c'est vrai, tu vois, j'ai arrêté avant. C'est devenu hyper violent, c'est une sorte de défouloir, mais malgré ça, tu as fait le choix de rester quand même sur ce réseau social. Oui, parce que j'ai quand même une grosse communauté dessus. Après, je tweete plus, je repartage mes vidéos encore, après... tu t'intéresses pas à ce en fait, maintenant, je pense que je suis, comme on dit, shadowban, parce que vu que je partage des liens YouTube toutes les semaines, je pense que du coup, mes tweets sont plus mis en avant. Après, je le garde parce que si jamais un jour je peux en avoir besoin, je sais que ça peut quand même repartir très vite. Mais c'est pas quelque chose que je veux. Que tu veux pérenniser ou sur lequel tu travailles en particulier. C'est un support de plus. Maintenant sur YouTube. Pour moi, c'est une fenêtre sur le monde. Et au-delà de ça, sur le monde, parce qu'il y a vraiment des gens, une partie de ma communauté qui est francophone en Centrafrique, dans des pays sous-développés au niveau médical, et qui vont soit s'éduquer par mes vidéos, ou soit même certains médecins vont aussi apprendre des choses aussi. Et je vois dans les commentaires des gens qui me remercient des fois, et je vois bien qu'ils viennent du Niger, qui viennent d'Algérie, du Maroc. Donc c'est francophone au sens large. Parce que les gens, ils ont peut-être pas les moyens, de l'argent pour se soigner, mais tout le monde a des téléphones. Oui, tout à fait. YouTube, c'est gratuit. Et on a accès en fait à YouTube de partout dans le monde en fait. Et même maintenant, avec l'IA, notre vidéo peut être directement traduite en anglais ou dans d'autres pays.
Et même maintenant, ils ont tu sais, l'adaptation au niveau des langues, Ah ouais. au niveau des lèvres, pardon. Et lorsque tu parles, la vidéo, elle peut te parler en anglais et puis les lèvres vont suivre en fait. Donc elle peut être même vue Brésil, je sais pas D'accord, trop, en portugais. donc tu Ouais. parles aujourd'hui toutes les langues, c'est ça? Donc c'est vraiment une fenêtre sur le monde YouTube. Et ça, c'est juste pour comprendre, c'est toi qui le paramètres ou Ouais, t'as le paramètre, directement? Ok. c'est tout récent. Là, on Ok. a appris ça. Alors tu le paramètres, ensuite ça se fait automatiquement. Ouais, D'accord. ouais. Ah, c'est fou Ouais. ça. Je le paramètre et là, si je vais aux États-Unis dans 15 jours, je regarde une vidéo, bah, je parlerai en anglais. Ah, et même avec le mouvement Ouais. des lèvres. Ouais. D'ailleurs. Il y a un Ouais. côté un peu effrayant aussi dans tout ça. Mais bon, Bon, après, c'est le côté sympathique de l'IA, mais Voilà, après, ouais, c'est après il y a ça, d'autres côtés effrayants de l'IA, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. C'est tout ce qui est deepfake, Mhm. où ils peuvent utiliser l'image du médecin pour. Moi, c'est ça. on a utilisé mon image pour vendre des médicaments, en fait. D'accord. Mm. C'était quel genre de Des médicament? compléments alimentaires. Ok. Je disais, voilà, tel complément alimentaire, ça marche bien. Achetez-les rapidement, il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Moi, je vous promets, c'est bon pour les hormones de la femme, je sais pas trop quoi. Ok. Et c'est quelqu'un qui m'a tagué en disant, bah, regarde. Et du Donc, coup, j'ai signalé la vidéo. Ok. La vidéo a été supprimée entre-temps, mais j'ai fait remonter à l'ordre et au ministère de la Santé, quoi. D'accord. Donc les compléments alimentaires que j'ai achetés sous tes conseils, c'est. Ah non, j'ai aucune responsabilité là-dedans. Faut Moi, pas que je les prenne, quoi. Non, non, non. Bon. Alors Ok. après, je pense qu'au final, ça va rien te faire, mais t'auras juste perdu de l'argent en fait. Ok. Et il y a des gens qui font du business avec ça, donc. D'accord, d'accord. Le retour de tes confrères, collègues, Ouais. par rapport à ça, comment tu sens ce retour là-dessus? Est-ce qu'il y a... Alors ça fait que 3 ans que je fais ça. Au tout début, il y en a certains qui vont trouver ça sympa, il y en a d'autres qui apprécient pas du tout, ou d'autres qui comprenaient pas pourquoi je faisais ça, quel est l'intérêt. Ok. Le but c'est quoi? C'est que tu vas être connu, enfin c'est quoi le truc, voilà. Alors qu'il y avait un vrai objectif pédagogique derrière. Et maintenant, il y a pas mal de gens qui me disent, ah bah tiens, ta dernière vidéo c'était pas mal, ce que tu as fait c'était super intéressant, je connaissais pas, ou ah tiens, la prochaine fois que tu fasses ça. Donc au final, alors je pense qu'il y en a certains qui apprécient toujours pas, Mhm. mais il y en a pas mal aussi qui découvrent des choses, qui apprennent des choses. Et maintenant, c'est plutôt bien vu. Et comme je vois les youtubeurs, parce que YouTube a 20 ans là, Ok. au tout début, les premiers youtubeurs, pareil, c'était un petit peu quelque chose de pas trop compris. Et maintenant, eux sont totalement maintenant légitimes dans ce qu'ils font. Et je pense que le YouTube santé est encore un peu récent. Mhm. Et je suis quasiment sûr que dans quelques années, ça aura une vraie légitimité. Et vis-à-vis justement des youtubeurs, donc l'autre communauté à laquelle tu appartiens, eux ont toujours été bienveillants par rapport à cet Oui. aspect d'amener de la médecine Oui. sur ce Oui. support-là. Ah oui, complètement. En même temps, ça contribue à crédibiliser aussi le exactement. support. Ouais. Beaucoup de youtubeurs, parce que je parle avec eux, ils sont vraiment étonnés et ravis que je fasse ça. D'accord. Et souvent on me disait, bah tiens, ouais, quand j'aurai besoin d'un médecin pour une vidéo, je t'appellerai. Et pour eux, c'est même intéressant parce que sur certaines vidéos de divertissement ou autre, ça amène une crédibilité médicale en plus. Donc en fait, c'est ultra bienveillant. Et j'ai vu, enfin, tu t'es vraiment professionnalisé là-dessus. Tu as du matériel pro. On voit les vidéos sont vraiment travaillées de façon pro. J'avais 2 questions par rapport à ça. Est-ce que tu ne crains pas ou ce que j'appellerais le syndrome Michel Simès entre guillemets, c'est-à-dire qu'on te voit plus sur YouTube que dans un hôpital? Il va être content s'il nous écoute. Bah, écoute, c'est tout le mal que je nous souhaite qui nous écoute. Non, mais c'est pas de la. Ouais. Je l'appelle comme ça. C'est peut-être malvenu parce que ça se trouve, il est encore praticien, mais forcément moins qu'est-ce qu'il a pu être ou beaucoup moins, puisqu'il est énormément journaliste sur le plateau télé et en tournage sur différentes émissions. Et c'est un choix, il n'y a aucun souci par rapport à ça, c'est pas un jugement. Mais est-ce que je ne sais pas si c'est une crainte, mais comment tu vois la chose? Est-ce que tu le vois peut-être davantage plus glisser sur la partie youtubeur, ou tu veux garder absolument cet équilibre C'est vrai que moi je fais ça à temps plein, enfin je suis médecin à temps plein et je fais ça à côté. Ça commence, comme tu dis, vraiment à se professionnaliser. Alors les montages sont mieux, mais parce que j'y passe 20 heures par semaine, donc je m'améliore, c'est moi qui m'améliore mes compétences. D'accord. Pourquoi pas, après encore une fois j'arrive pas à ça. Là j'ai un studio aussi chez moi. Lorsque j'ai lancé YouTube, jamais j'aurais pensé que j'aurais tout ça là. D'accord. Pourquoi pas à un moment réduire un jour mon temps à l'hôpital pour faire ça aussi, pour avoir plus de temps, parce qu'il y a tellement de choses à faire. J'ai plein de projets. J'aimerais bien me lancer là-dedans, j'ai plein d'idées. Pourquoi pas réduire un peu mon temps pour me lancer un peu plus là-dedans. On est vraiment les médecins qui sont en train de faire ça sur YouTube, pas que moi, mais on est vraiment pionniers là-dedans. Et c'est important d'ouvrir la bonne voie. Et après, je ne me vois pas faire ça à 100%, parce que la médecine me manquerait de trop. Et c'est surtout aussi l'intérêt de ma chaîne, c'est d'apporter des éléments pédagogiques et éventuellement de parler de nouveautés et de recommandations. Ouais, donc c'est important de garder le terrain. Après, à quelle proportion, je ne sais pas, mais c'est sûr, je garderai toujours un pied dans les urgences, quoi. Ok.
dernière question sur la partie rentabilité, parce que tu expliques que tu as un studio, tu as du matériel professionnel, tu as un agent, tu as un media maker, tout ça, ça te coûte de l'argent. Ouais. Est-ce que sur la partie uniquement youtubeur, est-ce que tu t'y retrouves ou pas? Ou est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est réfléchi? En fait, il y a très très peu de youtubeurs qui font ça vraiment comme un métier, enfin qui gagnent leur vie avec ça. Il y en a très peu. Souvent, c'est des passionnés un peu comme moi aussi, qui ont un autre métier à côté ou autre, mais c'est très très compliqué. Alors, je gagne un petit peu d'argent quand même, mais pas suffisamment pour me faire un salaire. Oui, tu me parlais de 200-300 euros. Là, en ce moment, sur mes revenus, oui, 200 à 300 euros par mois de pub. Ok, de pub, de pub YouTube, sachant qu'il y a la moitié que je redonne à l'URSSAF et aux impôts. D'accord. Donc ouais, ça laisse pas. En fait, le vrai truc qui peut me rapporter de l'argent, c'est des partenariats ou des collaborations sur des demandes spécifiques, parce que je suis un petit peu vidéaste aussi, donc sur des projets, je peux monter une vidéo aussi sur un projet spécifique. Donc c'est plus ça qui peut me rapporter de l'argent. Après, je peux pas faire n'importe quoi, et c'est justement mon agent qui m'aide à me cadrer et à rester dans la loi là-dedans. Oui, par rapport à ton domaine d'activité. En tant que sur ma casquette de médecin, typiquement, je ne peux pas faire une collaboration avec Coca-Cola. Voilà, j'aurais pas le droit. Ou sur d'autres médicaments, par exemple. Mais il y a certaines choses qu'on peut faire. C'est un travail aussi que je fais. Et ça peut être bien de le valoriser. Et vu qu'on est pionnier là-dedans, c'est l'agent et les juristes qui m'aident à rester sur la voie, quoi. Ok, je comprends. Bon, en tout cas, FX, merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est super intéressant, cette double casquette qui est quand même assez inattendue entre médecine et réseaux sociaux. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et on va continuer à te suivre. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe qui travaille sur ce projet. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.